Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital. Un virage digital aujourd'hui sur le thème révolution numérique, en sommes-nous qu'au début. Nous allons en parler dans quelques instants avec Gilles Babinet. Gilles Babinet qui est entrepreneur, qui est digital champion de la France auprès de la Commission européenne, mais qui est aussi et surtout pour aujourd'hui auteur du livre Transformation digitale, l'avènement des plateformes aux éditions Le Passeur. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Donc on va discuter donc sur ce sujet révolution numérique, en sommes-nous qu'au début dans quelques instants. Yacine Korchi nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous présenter WayConnect, la startup qu'il a cofondée. Mais tout de suite, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. Hyperloop Transportation Technology va s'installer à Toulouse. Une des sociétés investies dans la création de l'Hyperloop, le transporteur terrestre ultra rapide, a en effet choisi la zone de Francazal près de Toulouse pour y implanter un centre de recherche. Cette ancienne base aérienne est ainsi en train de devenir une pépinière des transports du futur puisque l'on y trouve également EasyMile, le constructeur de véhicules autonomes. Hyperloop Transportation Technology, qui mise sur l'écosystème dynamique notamment en matière d'aéronautique donc de Toulouse et de sa région, entend produire les premiers prototypes de capsules qui seront testés sur place. Deuxième info de la semaine, en ce moment se tient à Lille le 9e Forum international de cybersécurité. L'occasion pour Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, de nous mettre en garde sur la sécurité des objets connectés. Dans une interview à Industrie et Technologie, il constate que les objets connectés sont en train d'envahir le monde industriel, ce qui crée autant de points d'entrée supplémentaires à d'éventuels sabotages ou attaques, notamment dans des secteurs critiques comme les transports. Si les objets connectés sont des cibles, beaucoup de choses sont testées et mises en œuvre pour les sécuriser au mieux sans pour autant avoir de certitude, un sujet dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard dans la deuxième partie de cette émission avec vous, Gilles Babinet. Mais tout de suite, je ne peux pas résister de vous montrer cette photo de l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Nous avons déjà vu les images officielles, mais voici une photo prise en gigapixels par CNN vendredi dernier. Et voilà ce qu'on peut voir. Donc derrière la photo de l'investiture, on peut zoomer sur Donald Trump, sur Barack Obama ou sur Hillary Clinton et constater donc que la résolution est particulièrement impressionnante. Mais si l'on se tourne un peu et que l'on va dans la foule et que l'on choisit un point au hasard dans la foule, mettons le petit point rouge que l'on voit sur la souris et que l'on zoome de loin, on voit également que la résolution est particulièrement impressionnante. Alors je n'ai pas pu résister en préparant cette émission d'aller voir si tout au fond de l'image, au loin, comme on va le voir dans quelques instants, on arrivait à zoomer. Et voilà, suspense, on se rend compte que si la résolution est bonne, on ne peut pas encore zoomer tout au fond de l'image. Des images pour le coup toutes impressionnantes, donc gigapixels, retenez bien ce nom. Nous passons tout de suite à la deuxième partie de cette émission, le débat. Révolution numérique, en sommes-nous qu'au début. Donc nous en parlons avec Gilles Babinet. Alors Gilles, pour vous présenter, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir votre fiche Wikipédia, puisque vous en parlez donc dans votre livre Transformation digitale, l'avènement des plateformes. Vous faites l'éloge de cette encyclopédie en ligne et vous la réhabilitez du moins en disant qu'aujourd'hui elle vaut presque l'encyclopédie Britannica, qui était référence en la matière à l'époque de la création de Wikipédia. Je le rappelle donc, vous êtes entrepreneur, vous avez fondé 9 sociétés, vous êtes digital champion de la France auprès de la Commission européenne et vous avez écrit donc Transformation digitale, l'avènement des plateformes. Et dès le début de ce livre, vous nous dites que la révolution digitale ne fait que commencer, que les acteurs traditionnels n'ont qu'une très vague compréhension des transformations à venir et qu'on peut comparer la transformation digitale aux transformations qu'on a pu connaître à la fin du 19e siècle avec l'avènement de l'électricité, à une différence près que aujourd'hui les indices sont moins clairs qu'on pouvait les voir à l'époque, parce qu'à l'époque on voyait les machines alors qu'aujourd'hui on ne voit pas forcément les machines. Oui, je vois que vous avez bien lu mon livre, effectivement. C'est une révolution invisible, mais pour autant extrêmement puissante, et c'est une révolution sophistiquée. Donc ce sont des techniques qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre, qui nécessitent beaucoup de capital humain, mais sous réserve d'avoir ça, elle offre les mêmes potentialités que les deux précédentes révolutions industrielles, c'est-à-dire des gains de productivité très importants. Et aujourd'hui, on est, comme vous le dites, encore au début. Ça veut dire que ça va s'amorcer ou ça a déjà commencé à s'amorcer ? Ça a commencé, mais c'est le début. C'est une révolution qui prendra du temps, notamment parce que le capital humain n'est pas disponible. Et ce qu'on voit très bien dans la deuxième révolution industrielle, c'est que les techniques, le moteur à explosion, l'électricité, le moteur électrique, la chimie fine, elles ont à peu près toutes été inventées aux alentours de 1850-1870, mais c'est que à partir de 1880, donc 40 ans plus tard,
qu'on va bénéficier des gains de productivité de ces techniques. C'est un peu la même chose. Internet, ça a été inventé il y a 40 ans, enfin on va dire 30 ans pour le TCP/IP. Eh bien, il est possible qu'on doive encore attendre quelques années avant de constater les gains de productivité issus de ces technologies. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les forces vives soient formées pour justement utiliser ces outils au mieux ? Il faut du capital humain, et si vous observez par exemple le nombre de gens qui comprennent ce que c'est qu'une ligne de code aujourd'hui, vous allez voir que c'est une sous-fraction de la population. Donc il faut être capable de massifier ce type de compétences, et à partir de là, il se passera des choses très intéressantes. Il faut pas se leurrer, ce que l'on raconte en disant que on est dans une stagnation, ce que disent un certain nombre d'économistes américains. C'est vrai, parce qu'il n'y a plus de gain de productivité, donc il n'y a plus beaucoup de croissance. Pour autant, c'est tout à fait faux si on observe les entreprises issues du monde du digital. Donc si je comprends bien, c'est un peu le calme avant la tempête, et la confrontation entre les startups qui sont prêtes, du coup, ce qu'on appelle les barbares d'ailleurs, à faire énormément de choses, et d'un autre côté, les entreprises traditionnelles qui verraient plus la transformation digitale et le digital comme une couche supplémentaire parmi un certain nombre de choses qu'ils ont chez eux. Exactement. La transformation digitale n'est pas une option. C'est-à-dire que les entreprises qui se disent « je peux passer entre les gouttes » se trompent et se feront un jour désintermédier par des acteurs digitaux qui seront beaucoup plus productifs et donc qui les désintermédieront. Alors, donc vous avez appelé ce livre « Transformation digitale, l'avènement des plateformes ». Pourquoi ce titre ? Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise aujourd'hui, pour survivre, doit devenir Facebook, Twitter ou autre, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres et permettre à tout le monde de collaborer ? C'est la grande caractéristique de la transformation digitale, c'est-à-dire que tout ce qui est taylorisé, tout ce qui est répétitif est confié aux humains, va être confié aux machines. Et c'est ce que font les plateformes. Elles optimisent les interactions entre différents stakeholders, différentes parties prenantes, et elles les automatisent à un niveau absolument jamais vu auparavant, plus encore avec l'avènement de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui se produit depuis 2-3 ans maintenant. Alors quand on dit plateforme, on entend également donc utilisateur, et il y a et d'ailleurs beaucoup d'utilisateurs quand on parle de Facebook ou de Twitter. Vous parlez dans votre livre de la multitude et de l'utilisation qui peut être faite justement de l'ensemble des gens qui se mettent ensemble justement pour créer des choses. Vous prenez l'exemple de Linux qui a été développé par je crois 12 000 développeurs pour en devenir l'OS le plus utilisé, voire même peut-être le plus efficace aujourd'hui. Comment est-ce que, si on reste sur ce prisme de plateforme, ça peut être une opportunité pour les entreprises aussi ? Oui, la plateforme, c'est l'ouverture de l'entreprise sur ses écosystèmes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel type d'entreprise, c'est le fait d'être capable de remonter de la donnée qui vient de ses consommateurs, mais aussi potentiellement de ses usagers, qui ne sont pas forcément des consommateurs, de ses fournisseurs, et le traitement de cette donnée permet de créer de la richesse additionnelle. Donc voilà, ça peut être, je donne un certain nombre d'exemples, ça peut être Haier, la société chinoise qui fabrique de l'électroménager, qui commence à mettre des capteurs un peu partout pour améliorer ses produits. Ça peut être CFM International, le fabricant de réacteurs, qui a beaucoup de données qui reviennent des réacteurs. Ça peut être un dentiste qui est capable d'avoir beaucoup de données qui viennent de ses clients et qui lui permettent de mieux comprendre comment optimiser ses procédés, etc. etc. Alors cette donnée, c'est un peu le personnage principal de votre livre, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, et pour autant vous montrer que si elle prend de plus en plus de place dans sa première utilisation, mais qu'on peut aussi détourner la donnée de son utilisation première pour créer de la valeur également. Oui, c'est je crois, ce qu'on appelle le big data, d'une façon générale, c'est le fait de prendre une donnée initiale, par exemple des caméras de surveillance dans un supermarché, et de s'en servir pour faire du marketing, ce qu'on fait actuellement aux États-Unis. Alors là, en fait, on s'est un petit peu avancé sur ma prochaine question. On parlait des plateformes. Je reçois beaucoup d'entreprises dans cette émission. Certaines me disent qu'elles ont équipé leurs commerciaux d'iPad. D'autres me disent que la transformation digitale, c'est plus que ça. On parle de plateformes. Est-ce que si on utilise les technologies digitales, on a pour autant amorcé sa transformation digitale, ou c'est plus une question de culture ? Enfin, la réponse est dans le livre, d'ailleurs, pour ceux qui vous connaissez la réponse, effectivement. Non, il y a eu plusieurs étapes dans la transformation digitale. D'abord, on a cru que c'était le site web. On disait aux entreprises, il faut que vous ayez un site web, puis les réseaux sociaux, etc. Après, on s'est dit, il faut de la technologie, il faut du cloud, il faut du big data, etc. Et puis maintenant, ce que l'on voit, et ça je crois que c'est vraiment le cœur de la transformation, c'est que c'est un modèle managérial. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont plates, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est des plateformes humaines et technologiques, et ce sont des entreprises qui sont massivement connectées à leur multitude, et qui ont des modèles d'innovation en interne, qui sont extrêmement puissants, et basés sur l'autonomisation des collaborateurs. Quand vous dites entreprise plate, ça veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchie au sein de l'entreprise ? Il y a le fondeur ou le dirigeant, et ensuite tous sont à la même échelle en fait ?
Je dirais pas qu'il y a plus d'hierarchie, mais il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est pas des holacraties, c'est pas des entreprises totalement plates, mais c'est des entreprises, en gros, où vous avez 2-3 niveaux hiérarchiques, et comme le disait, je crois, Cyril Sandberg, la hiérarchie n'intervient que quand les problèmes sont insurmontables au niveau local. Donc elle intervient assez peu. Et moi j'ai des tas d'exemples de gens que je connais qui travaillent dans les startups dans la vallée, qui disent j'ai une autonomie totale sur ce que je dois faire, et je rencontre très très peu mes supérieurs hiérarchiques, je rencontre plus les gens avec qui je travaille au quotidien, ou des groupes de travail connexes à ce que je fais. Et ce qui permet, j'imagine, de favoriser l'innovation, puisqu'on pousse les idées de chacun jusqu'au bout. Exactement. Pour autant, on imagine en fait que cette organisation est assez simple à mettre en œuvre quand une entreprise sort de terre et qu'on doit tout inventer à l'intérieur. Quand on est une grande entreprise française du CAC 40 par exemple, et qu'on doit justement changer sa culture, comment est-ce qu'on accompagne ses collaborateurs ou même ses cadres à dire maintenant, vous êtes tous plus ou moins au même niveau et les idées de chacun ont toutes la même valeur? C'est l'enfer. Je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire que, particulièrement dans des entreprises qui privilégient quand même l'expertise et l'élitisme, pour dire les choses, la France est quand même très fascinée par ces grandes écoles. C'est très compliqué de modifier cette culture et de faire quelque chose qui soit beaucoup plus plat. Et la culture d'entreprise des grandes entreprises françaises est très axée sur ces notions de principes hiérarchiques d'une façon générale. Donc je les rencontre beaucoup, j'ai des échanges soutenus avec elles. Elles ont à peu près tout réussi, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à intégrer de la technologie, elles ont réussi à avoir une approche client beaucoup plus forte qu'auparavant. Elles ont énormément de difficultés à rentrer dans ces modèles parce que ça consiste à impacter la culture même de l'entreprise. Donc les groupes qui sont les plus internationaux y arrivent plus. Si je prends par exemple une entreprise que je connais un petit peu comme Schneider, je pense que cette culture de la délégation, elle est très très présente. D'une façon générale, l'ensemble des entreprises qui ont une exposition très internationale arrivent plus ou moins à faire ce genre de choses. Des entreprises très franco-françaises, je ne les citerai pas, ont beaucoup plus de difficultés à rentrer dans ces modèles-là. Et c'est ce qui viendrait expliquer qu'elles attirent moins de jeunes aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. On en parle dans votre livre et c'est quelque chose que j'entends également souvent dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui tous les jeunes ont envie de monter leur entreprise, là où il y a 10 ans ils voulaient rejoindre une grande entreprise. Alors vous citez l'exemple d'un grand cabinet de conseil. C'est cette organisation qui va justifier ça, ou c'est l'évolution du monde de manière générale, les facilités peut-être que de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Oui, il y a ce phénomène effectivement de la start-up qui permet d'avoir plus d'autonomie, de se réaliser plus pleinement, est directement lié à ces modèles organisationnels. Et c'est certain que je discutais avec le CEO d'une très grande entreprise, il disait auparavant on choisissait les meilleurs dans les promotions des plus grandes écoles et ils venaient tous. Aujourd'hui, si on arrive à en avoir 10-20%, on est très heureux. Donc il y a eu un changement. On voit qu'à Polytechnique, à HEC, etc., il y a, je crois, quelque chose comme 30% des élèves qui disent qu'ils vont monter une entreprise quand ils sortent. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas, mais c'est quand même très très important. C'était quelques pourcents. Moi, quand j'ai monté ma première entreprise, je me souviens, les gens me prenaient pour un ovni parce que j'étais un entrepreneur. D'ailleurs, entrepreneur, à l'époque, ça voulait dire quelqu'un qui était dans le domaine du bâtiment. Ça a une signification qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Qui a un petit peu évolué aujourd'hui. Alors on parle de connaissances, on parle de compétences, et il y a une phrase que vous répétez plusieurs fois dans votre livre, qui est une phrase empruntée au philosophe Michel Serres, c'est « Désormais la seule légitimité, c'est la compétence ». Moi je vous avoue que quand je l'ai lu, ça m'a un peu frappé, parce que justement ce que j'entends dans cette émission, c'est que les compétences en fait n'ont jamais été aussi volubiles ou aussi mouvantes, puisque ce qui existe en fait aujourd'hui, la compétence que j'ai aujourd'hui peut potentiellement disparaître demain. Il va falloir que je me réinvente constamment. Donc d'un côté en fait la légitimité c'est la compétence, et de l'autre en fait cette compétence n'est jamais totalement acquise, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement constant. Et effectivement, j'ai répété 2 fois cette phrase dans ce livre, dans l'introduction et puis plus loin dans le chapitre managérial, parce que je pense qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où la formation initiale aura beaucoup moins de poids par rapport aux formations ultérieures. Et donc finalement, on sera légitime à un moment et on pourra le rester à condition de continuer à se former. Et je crois que c'est un monde qui est à la fois captivant parce qu'il permettra de la mobilité sociale, puis aussi c'est un monde de rupture. C'est un monde où finalement on peut surfer une vague et puis derrière il y en a une beaucoup plus grosse et on l'a pas forcément vue en prenant la première vague. Donc l'objectif des organisations, c'est pas de surfer des vagues, c'est de trouver le moyen d'en surfer beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut avoir des modèles organisationnels qui n'ont rien à voir avec ceux qui précèdent. Si les entreprises se croient à l'abri parce qu'elles réussissent à intégrer le big data ou l'intelligence artificielle, elles se trompent radicalement. Elles seront à l'abri quand elles auront réussi à mettre en place des systèmes organisationnels qui seront extrêmement délégués
et qui permettront de favoriser finalement la vraie légitimité qui est celle de l'expertise par rapport à une vague donnée. J'en parlais en introduction, on parle de favoriser l'innovation, j'en parlais en introduction, Guillaume Poupard, donc, le directeur général de l'ANSSI, mettait en garde sur les risques des objets connectés. C'est un peu un éternel débat entre l'innovation d'un côté et les risques qu'on peut avoir de l'autre. Comment est-ce qu'on gère les deux et comment est-ce qu'on arbitre quand on est une entreprise entre la sécurité de mon entreprise et mon envie d'innover et parfois de prendre un risque pour avancer ? Alors, d'abord, je tiens à le dire, j'ai beaucoup de respect pour Guillaume Poupard, qui fait partie des rares personnes qui ont une vraie vision ancrée dans la modernité à l'égard des institutions publiques. Et je crois que souvent, il a une liberté de ton très, très intrigante par rapport à des velléités de loi de l'exécutif. Et il l'a dit très franchement quand il pensait que c'était pas bien fondé. Donc, je voudrais dire combien cette personne est intéressante. Et elles sont malheureusement très rares au sein de la fonction publique. Et je crois qu'à l'égard de la sécurité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement le même dilemme qu'on l'a à l'égard de l'organisation des entreprises. C'est-à-dire que si vous avez un référent sécurité, un DSSI qui, entre guillemets, considère qu'il doit tout centraliser, etc., vous êtes en danger. Si vous mettez en place des processus beaucoup plus délégués, qui permettent de lutter contre ce qu'on appelle le social engineering, vous pouvez avoir une société qui surfe les différentes vagues en matière d'agression. Donc il faut des logiques systémiques qui sont très proches de ce que je décris dans mon livre en matière de sécurité. Et alors, dernière question, vous êtes donc digital champion, j'ai dit en introduction, pour la France auprès de la Commission européenne. Donc j'ai regardé, donc ça veut dire que vous êtes responsable des enjeux de la société numérique pour la France, donc toujours auprès de cette commission. Mais alors très concrètement, ça consiste en quoi d'être un digital champion auprès de la Commission européenne ? Eh bien, ça reprend un peu ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que la Commission a compris que ce que reportaient les systèmes verticaux, les États en l'occurrence, à l'égard d'un système qui vient quand même de la société civile, n'était pas forcément le plus pertinent. Donc ils ont souhaité avoir dans chaque État un représentant du numérique et de la société civile, issu de la société civile, pour finalement leur donner un avis plus authentique sur la nature de la révolution digitale. C'est Nelly Kreus, l'ancienne commissaire au numérique, qui a initié ce programme, qui a été repris par son successeur, et je crois qu'il sera amplifié prochainement. Donc si je fais l'analogie avec l'entreprise, le digital champion de la Commission européenne, c'est le CDO de la France, entre guillemets ? Non, parce que la France a son CDO, en la personne d'Henri Verdier, qui est aussi d'ailleurs une personnalité à saluer, je crois, pour ce qu'elle fait. Moi, je suis plus, on va dire, l'informateur auprès de la Commission européenne de ce qui se passe en France. Merci beaucoup, Gilles Babinet, d'avoir pris le temps de nous parler de votre livre. Et je vous propose maintenant d'accueillir Yacine Korchi qui va nous présenter WayConnect. Le pitch de la semaine, c'est avec Yacine Korchi qui est venu nous présenter WayConnect. Bonjour Yacine. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de WayConnect. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société ? Oui, vous avez raison d'insister. Donc on est 4 fondateurs à la base sur WayConnect. Donc on est une start-up qui s'est lancée il y a 3 ans maintenant déjà. Aujourd'hui, on est en forte croissance puisque on est environ une vingtaine de personnes et on est spécialisé sur la gestion de flotte intelligente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, on aide nos clients qui sont des sociétés qui gèrent des parcs de véhicules. Ça peut être des petits parcs de véhicules de 20, 30 jusqu'à la boîte du 440 qui en a plusieurs milliers. Et notre promesse, elle est très simple, c'est de pouvoir les aider à gagner du temps dans le suivi des véhicules, car on automatise la remontée des informations comme le kilométrage, la consommation, le comportement de conduite, et à pouvoir gagner de l'argent évidemment, puisque notre solution, grâce à l'agrégation des données, permet d'économiser jusqu'à 650 € par an et par véhicule. Comment on les fait remonter ces données ? Vous avez des capteurs sur les voitures ou on rentre les données à un moment quelque part ? Effectivement, donc on utilise des petits boîtiers, ça fait un demi-paquet de cigarettes globalement. Ça se branche très simplement en 15 minutes sur le véhicule. Ça nous remonte de la donnée brute et notre boulot, donc, c'est de pouvoir analyser cette donnée et donner le bon conseil au bon moment à notre client pour simplifier la gestion de son parc. Et ensuite, ça se voit sur un smartphone. Je voyais sur votre site internet, c'est une application en fait. Il y a une application web effectivement pour visualiser les données, plutôt pour le gestionnaire de flotte dans le cadre de sa gestion, et une application mobile pour le conducteur qui lui permet 2 choses.
avoir une visualisation sur ses données, sur son véhicule, sur ses trajets, et aussi de pouvoir créer un sentiment de challenge, de gamification, de compétition en interne saine pour pouvoir améliorer son impact sur l'environnement, réduire sa consommation d'essence, son CO2, tout en étant incentivé et récompensé. Un mot sur le business model, donc vous traitez un certain nombre de données, pour autant c'est un service que vous vendez en front aux entreprises ou vous avez d'autres manières de vous rémunérer ? Pour l'instant, c'est ça le modèle, c'est un abonnement mensuel par véhicule qui est dégressif en fonction de la durée d'engagement et de la volumétrie du parc. C'est notre premier modèle et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Alors vous l'avez dit, vous êtes une vingtaine aujourd'hui, quels sont vos objectifs à l'avenir ? L'objectif d'une start-up, tout est dans le nom, le but c'est de croître très rapidement, intelligemment aussi, d'aller vite mais dans la bonne direction, c'est toujours mieux. Donc on a eu la chance de faire une première levée de fonds. On a été élu meilleure start-up de l'année au mois de juin dernier. Et on a fait une première levée de fonds d'1,5 million d'euros avec 3 fonds d'investissement. Et le but c'est aussi de puiser dans leur expérience et leur expertise pour aller vite dans la bonne direction. Merci beaucoup Yacine de nous avoir présenté donc Wayconnect. Gilles, un mot peut-être sur Wayconnect ? Alors moi j'adore les startups qui sont fondées sur l'algorithmie et la data. Là il y a un peu tout puisqu'il y a de la multitude, des objets connectés, de la data. Donc je leur souhaite de réussir. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Non, on vous le souhaite également, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous invite donc à retrouver le replay de cette émission sur viragedigital.fr, mais également sur la chaîne YouTube de Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon. Je vous invite, si vous souhaitez nous écouter en voiture ou dans les transports, à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, donc à 18h, pour une émission sur l'hôpital numérique. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.